Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus gang de tous les temps, j'ai nommé The JoJo Lands. Bordel de merde, si vous saviez à quel point je suis heureux de dire ça. Si vous saviez. Pendant cette année et demie d'attente, j'étais en mode « Ah, ça fait du bien de pas avoir la pression des reviews, prends ton temps Araki ». Mais c'est en lisant le chapitre, en commençant à structurer cette vidéo, que je me suis rendu compte que... Putain que ça me manquait. Je suis si heureux de vous retrouver. Les découvertes, les débats sur Twitter, les soirées de rush, vos discussions et théories en commentaire, la hype qui s'installe au cours du mois. Bon sang, quel plaisir. Enfin, la partie 9 de JoJo's Bizarre Adventure, The JoJo Lands, est enfin là. On l'aura attendu longtemps. Jamais une partie n'a pris autant de temps à arriver. Mais d'un côté, on était gâtés avec des dizaines de spin-offs, honte à moi, j'ai lu que Hot Summer Martha et un chapitre de Crazy Diamond, et ça va me permettre de revenir en pleine forme. Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période de non-couverture de l'actu JoJo sur ma chaîne. Notamment la montée de la hype pour JoJo Lands, avec plein de petits teasers toujours plus généreux. Mais aussi l'inespéré réveil de Delcourt Tonkam, avec l'arrivée en France d'absolument tout ce qu'il fallait. Et tout ce qu'on ne pouvait même pas rêver il y a de ça quelques semaines. Le Jojo Veller, Crazy Diamond Demonic Heartbeat, d'ailleurs super occasion pour découvrir de mon côté, les romans, une potentielle simultrate pour The JoJo Lands, mais bref, ça y est, c'est fini. Et il est temps de passer en revue ce chapitre introductif, spoiler, complètement fou. Enfin le terme est bien trop timide, j'ai été carrément transcendé. Mais ça, j'aurai le temps d'y revenir. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Voici la couverture de l'Ultra Jump, dont le faciès de ce cher John JoJo Lands est désormais gravé dans l'esprit de tous les êtres humains sur Terre, même ceux ne suivant pas Jojo. Sérieux, j'ai jamais vu un mème d'une telle ampleur exploser alors même que la partie n'avait pas commencé, et ça me régale. J'espère que ma nouvelle PP vous plaît. Elle marque l'entrée dans l'ère de The JoJo Lands. Pour les reviews de cette partie, j'ai décidé d'apporter un petit changement. Adieu les résumés de chapitres. À la base, je les racontais pour que tout le monde puisse comprendre les chapitres dans leur entièreté, à une période lointaine dans laquelle les chapitres n'étaient pas traduits en français. Je me suis trituré l'esprit pendant toutes les reviews de JoJo Lyon pour savoir si je les gardais ou non, et je pense qu'il est grand temps de les retirer. Le chapitre, vous l'avez lu, pas besoin de vous le farcir, avec des OST mettant dans l'ambiance, un montage dynamique et ma voix suave certes, mais pas de temps à perdre. Il est temps de partir à Hawaï. Pour un grand voyage, accompagné de notre équipe de dealers de drogue au pouvoir rocambolesque. The JoJo Lands s'ouvre sur une magnifique page colorisée, nous présentant des stands provenant de toutes les parties du manga. Des plus cultes et attendus, aux plus étranges et sortis des enfers. Sérieux, Ebony Divol? Elle est accompagnée d'un rapide descriptif de ce qu'ils sont, de manière à ce que n'importe qui puisse comprendre la partie aisément. Ce qui, dans les faits, pour l'instant, est en effet véridique, mais... Pitié, ne faites pas ça. Si vous n'avez pas lu JoJo Lyon et que vous regardez cette vidéo, par pitié partez d'ici, et revenez après avoir découvert la Morio de ce nouvel univers. Le plus intéressant, c'est la petite note nous disant que les stands ont toujours existé, mais ne sont visibles que par ceux qui le veulent, et essayent de les voir. C'est hyper chelou. Et je finis par me demander si Araki ne fait pas un peu ce qu'il veut concernant les fonctionnements des stands. Mais, il est possible qu'il s'agisse d'un changement localisé à la partie, en rapport avec son propos, j'y reviens juste après, ou encore avec la manière dont il se débloque ici, pour l'instant toujours inconnu. Ça peut aussi être un truc méta, en témoigne la signature à mangaka, Araki s'adressant donc directement à nous, lecteurs, et notre capacité à voir les stands grâce à notre volonté. Parce qu'on a décidé de lire The JoJo Lands, nous avons ce pouvoir. Enfin, la première page interne au récit est donc cette fameuse page de teaser, en version colorée, magnifique au passage, nous rappelant ce qu'on sait déjà. On nous raconte l'histoire de comment un jeune garçon des îles subtropicales est devenu riche, avec cette fois-ci son nom, Jodio Joestar. Grand mystère quant à quel moment prend place l'action de cette planche par contre, avec Jodio et Dragona sur un bateau direction l'île volcanique. Voyons donc maintenant la scène d'introduction du JoJo. Toujours des scènes absolument cultes, de Phantoblood à JoJo Lyon, il est impossible de ne pas se rappeler de la manière dont un nouveau membre de la famille Joestar est introduit. Dans ce nouvel univers arrivé avec Steel Ball Run, les scènes d'intro ont toujours la particularité d'être amenées du point de vue du Jobro de la partie, et non du Jojo. Jairo qui se fait tomber dessus par Johnny, Yasuo qui découvre un Josuke nu et enseveli, et The JoJo Lands ne va, pour mon plus grand plaisir, ne pas déroger à cette règle. On va donc découvrir Dragona Joestar, 18 ans, et son petit frère Jodio, 15 ans, alors qu'ils se font arrêter par les flics. La raison officielle étant parce que la madame écoutait du Dua Lipa à fond, mais dans les faits,
c'était juste pour pouvoir la tripoter. Il sera encore plus heureux en se rendant compte que cette madame est en réalité un monsieur. Un monsieur qui plus est, a un frère manieur de stand qui tient à lui. Jodio va donc sortir son frère de la merde en assommant un policier avec son stand November Rain, tandis que Dragona en fera de même avec le sien, Smooth Operator. Il changera la plaque avec son pouvoir, puis les deux frères s'échapperont en laissant les corps de deux flics à moitié morts gisant sur la route. Avant de lire le chapitre, je me demandais si Araki, après autant d'années et autant de parties, de concepts épuisés, arriverait à livrer une nouvelle intro culte. Qu'est-ce que j'étais heureux en découvrant que celle de Jodio l'est. Deux frères qui s'embrouillent avec deux flics, c'est certes moins extravagant qu'un type à 4 couilles enseveli sous du sable, ou qu'un handicapé qui retrouve temporairement l'usage de ses jambes avec une boule métallique. Mais la réalisation fait qu'elle va instantanément s'ancrer dans nos esprits. Déjà, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous fait directement comprendre où et quand ça se passe. On est donc sur l'île d'Oahu, je sais pas comment ça se prononce mais t'as capté, la 3e plus grande île d'Hawaï. Dans une période contemporaine non datée explicitement, à moins que je l'ai loupé, mais vraisemblablement en 2022 ou 2023. On a en effet la mention directe d'artistes dans l'air du temps, ici du Alipa, et surtout une référence au Covid. Ça fait bizarre de voir le virus directement évoqué dans un manga, bien qu'Araki n'en soit pas à son coup d'essai, après son chef-d'œuvre hautement personnel Hot Summer Martha, dédié à la pandémie et à son impact sur le mangaka. Cette scène commence en étant très difficile à soutenir, avec ni plus ni moins qu'une scène d'agression sexuelle qui aurait sans doute pu aller jusqu'au viol, nous renseignant directement sur la nature des policiers ici à Hawaï. Ils sont complètement corrompus, en tout cas ceux-là, et c'est sûrement ce que pensent les deux frères en faisant leur petit business. De par cette action, le biais s'intègre en nous. On se dit que, bon, c'est ok de dealer de la drogue ici à Hawaï. C'est une île remplie de dépravés et de déchets de la société de toute façon. Et on prend avec plaisir la main de Jodio, nous embarquant dans ses aventures illicites. En tout cas, j'en voyais sur Twitter qui était un peu saoulé par le côté très orni d'Araki dans Jojo Lion, qu'il se rassure, The Jojo Lands commence tout aussi fort, et je pense qu'on aura droit à beaucoup de scènes de ce genre. Mais le ton grave de cette scène va immédiatement revirer quand Jojo commencera à parler, et qu'on verra nos protagonistes en action, avec leur stand. Il est donc temps de revenir sur ces personnages, à commencer évidemment par notre Jojo. John Jojo Lands s'appelle donc en réalité Jojo Joestar, et déjà, putain que j'aime ce nom. Un immense plaisir de retrouver un Joestar, le 4ème Jojo portant ce nom en 9 parties. Ce nom, il l'a hérité de sa mère, Barbara Ann, une autre fille de Joseph Joestar et Suzy Q, sœur de Holly. C'est donc officiel, en tout cas jusqu'à ce que ça change peut-être, le Joseph de cet univers est un homme fidèle. Mettez-moi donc du respect sur ce bon vieux Fumi. Des origines donc assez attendues et classiques, ne faisant qu'arpenter la 2ème branche de la génération Holly, loin des fusions géniales bien qu'un peu bordéliques ayant mené à Josuke. Ça fait du bien je trouve. Mais, ce n'est pas pour autant que ce cher Jodio ne nous réserve aucune surprise, puisque le mari de Barbara est pour l'instant inconnu. Revenons un peu sur son prénom. Je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup et ça m'a instantanément convaincu. Jodio se prononce de la même manière que Jojo en japonais, Jojo, avec un petit côté exotique dans son écriture qui me plaît beaucoup, et qui fait toute la diff. C'est un peu le même genre de subterfuge utilisé que pour Josuke, sauf que là c'était l'inverse. Dans l'écriture, ça pouvait se lire Jojo, le kanji de Suke pouvant se lire Jo, mais ça se prononçait différemment. Ce petit côté exotique, quant à lui, fait beaucoup penser à Giorno. Tout le monde l'a compris, et vous savez où je veux en venir parce que le sujet initial c'était le père de Jodio, mais notre homme possède de nombreuses similitudes avec Giorno. Je suis cependant content qu'il ne s'appelle pas tout bêtement Giorno. Ça aurait été chiant d'avoir 2 fois 2 Jojo, où on doit utiliser des subterfuges moches de type Gappy, Josuke 8, Josefumi pour les distinguer. Jodio serait resté John Jojo Lands éternellement dans ce cas. Je pense que le Dio dans Jodio n'est pas anodin, et ça ne m'étonnerait pas que son père soit un descendant de l'illustre Diego Brando. Hawaï se trouvant entre le Japon et les États-Unis, ce serait une belle manière de relier ces deux familles ayant évolué des deux côtés du globe, non? Évidemment, c'est Jojo. Les théories s'avèrent souvent foireuses, et tant mieux, car ça veut dire qu'Araki sait toujours nous surprendre. Mais cette idée me plaît. J'ai en tout cas très hâte de voir comment la famille Joestar s'est retrouvée à Hawaï. L'identité de Jodio est, prenant le contre-pied total de celle de Josuke il y a 12 ans, clairement reléguée au second plan, explicitée en grande partie, et ne laissant qu'une petite part d'ombre, qui me hype énormément à l'idée de l'éclaircir. C'est donc évident, après les équivalents de Jonathan et Johnny, on a affaire ici à la version nouvel univers de Giorno. Les deux ont 15 ans, traînent dans des organisations mafieuses ou pseudo-mafieuses pas nettes, ont des grandes ambitions,
et commencent leur partie respectivement en étant moralement ambigus. C'est aussi un Jojo qui commence avec son stand, et surtout qui sait s'en servir depuis le début. J'aime trop ça. Et le dernier dans l'ordre à débuter de cette manière, c'était Giorno. Cependant, il diffère sur de nombreux points qui viennent totalement l'éloigner de son frère d'univers. À première vue, il n'a pas l'air vertueux du tout. Son rêve n'est pas de devenir un parrain faisant le bien, mais simplement d'amasser un maximum d'argent, quitte à faire des actions illégales, vendant la drogue que notre Italien déteste tant. S'il est tombé là-dedans, ce n'est pas parce qu'un mafieux vertueux l'a protégé étant enfant, mais simplement car, dès sa jeunesse, il servait de relais pour les trafics. Il avait beaucoup de talent là-dedans. Étant récompensé par des encouragements ou même de l'argent, il s'est dit qu'il pourrait continuer à se faire de l'argent comme ça. Des parallèles qui font toute la différence. Cependant, son côté protecteur de sa famille, allant directement au secours de son frère, quitte à user de la violence et souhaitant protéger sa mère, me laisse penser que, peut-être, à la manière de Giorno, on va comprendre ses motivations avec le temps, et se rendre compte qu'il est un homme profondément pur. Ou peut-être pas, prenant le contre-pied total de Golden Wind, et nous dépeignant un total anti-héros. La seule manière de le savoir, ça va être d'attendre la suite. Attendre pour avoir les clés de compréhension, pour saisir le concept central de cette intro, et même du personnage de Jodio, le mécanisme. Débutant avec sa backstory, Jodio nous expliquera clairement ses motivations, guidé par un pouvoir qu'il nomme le mécanisme. C'est véritablement l'aspect nébuleux et passionnant du chapitre, et celui sur lequel j'aimerais énormément avoir vos avis et vos théories. Il nous faut évidemment plus d'éléments, mais voici mes pensées à l'ordre du jour. Le mécanisme est-il une métaphore de l'argent, disant qu'il rend meilleur et puissant? Je pense que ce n'est pas exactement l'idée, et que l'envie d'avoir de l'argent de Jodio n'est qu'une étape dans ce mécanisme. Le mécanisme a l'air de représenter une force obtenue par ceux qui donnent et reçoivent de la confiance. On a fait confiance à Jodio lorsqu'il était petit, alors maintenant, il n'hésite pas à la donner à qui il en juge digne, et est ainsi empli de confiance en lui. La confiance qui, selon ses dires, lui a permis de devenir millionnaire. Cette narration est d'ailleurs très étrange, car il commence à parler au présent, c'est pour ça que je me rends à l'école, pour ensuite dire que c'est comme ça que je suis devenu millionnaire, comme s'il racontait une histoire, et enfin terminer par une phrase au futur, je deviendrai riche quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'en réalité, toute cette idée qu'on nous raconte l'histoire d'un homme devenu riche, ce ne serait pas Jodio qui parle de son futur en étant certain qu'il se réalisera? Ou en tout cas, en s'en convainquant? Et ce, parce qu'il est pris dans les engrenages du mécanisme, et qu'il a confiance en lui. Ça pourrait être un ressort scénaristique très fort, vous trouvez pas? L'idée de suivre un héros qui est certain qu'il arrivera à tout faire, comme s'il contrôlait entièrement son destin. Quitte à se prendre un gros contre-coup un jour même, pourquoi pas? Et si cette histoire de mécanisme était liée à la manière dont Araki nous présente les stands au début, ceux qui le veulent peuvent voir les stands. Ceux qui ont confiance en eux peuvent voir les stands. Ceux qui sont pris dans le mécanisme peuvent voir les stands. J'y crois moyen, et on part clairement sur de la surinterprétation, mais je trouve cette réflexion intéressante. Mais devenir millionnaire, est-il réellement l'objectif exact de Jodio? Ces richesses sont-elles purement matérielles, pécuniaires? Imaginez que The Jojo Lands signifie que l'homme finira par s'approprier toutes les îles d'Hawaï avec son argent, littéralement les terres de Jojo. Ou alors, est-ce plutôt une richesse spirituelle? Araki chercherait donc à nous berner en nous présentant un héros soi-disant motivé uniquement par l'argent, n'hésitant pas à vendre de la drogue, pour au final mieux nous surprendre en nous révélant ses vraies motivations. J'ai juste beaucoup trop hâte de voir l'évolution de ce personnage qui me passionne déjà. Son ambiguïté, teintée d'une philosophie mystico-nébuleuse, est juste fascinante. Et qu'il se dirige vers un anti-héros ou un personnage vertueux, je suis certain qu'il va être un Jojo incroyablement marquant. Un Jojo autour duquel tourne dès le début un concept mystique similaire à la calamité de Jojo Lion, qui j'espère sera encore mieux exploité cette fois-ci, et pas oublié en cours de chemin. Enfin, peu importe vers où il se dirige, pour l'instant, c'est un immense oui. Son caractère sournois m'a entièrement convaincu, de même que son côté ultra sanguin, carrément inédit pour un Jojo, en tout cas à ce point. Le voir s'énerver sur ce flic à la Ghiaccio, ou impliquer ce pauvre Dogman dans un trafic de drogue, ça m'a fait hurler de rire. Il est charismatique le bougre. C'est bien sûr magnifié par un chara-design qui m'a convaincu dès le début, mais qui prouve ici sa classe. Quant à son stand, November Rain, chanson des Guns N' Roses au passage, il s'agit malheureusement du seul point du chapitre qui me convainc pas à 100%. Allez, 90. Son pouvoir a l'air très cool. Visuellement impactant avec ces espèces de gouttes alourdissantes sur lesquelles il me tarde d'avoir des détails, mais visuellement, je suis pas entièrement convaincu. Je pense sincèrement qu'avec le temps ça va venir, mais pour l'heure,
Sa ressemblance avec Fun 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 me satisfait pas beaucoup. Pas pour un stand de Jojo en tout cas. Il y a cependant une idée intéressante de composition, avec Jojo se plaçant sous son stand agissant comme une espèce de parapluie inversé, l'aspergeant de lourdes gouttes. Ça rend bien, et j'attends donc de voir les couleurs pour me faire un avis définitif. Je suis très fan de la manière dont sont introduits les autres personnages. Avec Jojo venant décrire leur vie, avec leur côté palpitant comme leurs petites habitudes, qui font tout le sel de ces descriptions. L'occasion de revenir un peu sur ces derniers, au passage étonnamment super nombreux pour un premier chapitre. À commencer, évidemment, par Dragona Joestar. Pareil, je suis instantanément convaincu, tant par son design que par sa personnalité. Oui, c'est le sujet principal qui a agité les foules, en ayant ravi certains, la plaçant en tant qu'icône de la communauté trans, et en ayant déçu d'autres, proclamant selon eux que Jojo devenait un manga trop woke. Je ne serais évidemment pas aussi tranché. Je m'en fous, c'est stylé. J'ai mis 40 ans à comprendre qu'il avait une bite. Au début, quand le flic arrête de le tripoter, je croyais que c'était parce qu'il avait vu sa carte d'identité et que c'était un type craint. Et je croyais que le grand frère de Jojo était un tic de langage un peu marrant, du genre Aniki chez nos chers Yakuza. J'ai dû attendre qu'il dise que son frère se sape comme ça car il adore la mode féminine, et qu'il s'est fait implanter de la graisse dans la poitrine pour aller au bout du délire. Ce perso, c'est un peu comme si Araki allait lui aussi au bout du délire, après avoir passé 5 ans à caler des vêtements féminins à tous les hommes du manga, embrassant complètement ce côté androgyne. Il se peut fortement que le personnage soit inspiré des Mahou. Personne n'est homme, mais s'exprimant en tant que femme, ayant un rôle spirituel dans les cultures traditionnelles hawaïennes et tahitiennes. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son stand. Celui qui me plaît le plus d'ailleurs, parmi tous les nouveaux introduits. Smooth Operator, référence à une chanson de Sad, désolé je sais pas comment ça se prononce, je connais pas, a l'air d'avoir un pouvoir basé sur le déplacement de parties du corps et d'objets, au toucher, et ce, grâce à des petites créatures s'apparentant un peu aux Sex Pistols, cette fois-ci en étant des petits robots tanks trop mignons. C'est un concept très simple, mais terriblement efficace. Le coup des yeux, ça m'a fait ouvrir grand la bouche d'admiration. C'est hyper brillant, graphique. J'adore ce body horror au service d'actions intelligentes au combat, bordel. J'adore également son côté protecteur de son petit frère, un peu plus responsable que lui, tout en faisant les 400 coups à ses côtés. La dynamique entre les deux fonctionne ultra bien, et je suis incroyablement heureux d'avoir enfin des Jobros qui sont réellement frères. Ça peut raconter des trucs exceptionnels sur les relations fraternelles, venant emprunter une autre des thématiques de Fullmetal Alchemist après l'échange équivalent, en plus de rejoindre mon propos dans ma vidéo sur le sujet. Vivement leurs prochaines aventures, pour les voir évoluer côte à côte. Leur mère, Barbara Ann, elle tirée d'une chanson des Beach Boys, est décrite comme une femme toute mignonne, aimant sa famille et vivant une vie tranquille. Mais y a un truc bizarre. Elle est respectée, et même escortée par des jeunes garçons à chaque sortie. Jojo dit que c'est car lui et sa sœur la protègent, mais il la protège de quoi au juste? De la criminalité qui a l'air de sévir à Hawaï? Ou d'un truc bien plus grand? On n'a pas vraiment d'éléments pour l'instant, il ne reste qu'à attendre. Mais ce personnage possède sa part de mystère. The Jojo Lands, ce n'est pas que la famille. C'est aussi une organisation mafieuse à la passionnée, bien que se rapprochant plus d'un petit gang de dealers moins classe et influents, rempli de manières de stands qui rempliront le rôle de compagnons de route pour nos deux frères. Outre ces dealers crades de décharge, sûrement pas manières de stand au vu de leur design quelconque, on retrouve 3 personnages marquants. Le premier, c'est ce garçon non nommé, ayant subi des dizaines de vannes avant même la sortie du chapitre, qu'on nommera comme tout le monde Hot Dogman. C'est un peu le pote débile et naïf à la Okuyasu, qui se fera avoir comme le gros Yankee qu'il est, ou du moins qu'il semble être, étant donné qu'il a gagné la confiance de la boss, et qu'il rejoindra l'équipe à la fin du chapitre. Son arrivée me fait penser un peu à Junpei dans Persona 3. Genre, sans que personne ne s'y attende, il a un stand et plus de background que prévu. Je pense que les prochains chapitres tourneront pas mal autour de lui et du mystère de son stand, le seul à ne pas être révélé dans le groupe pour le moment. J'aime en tout cas énormément son design, je sens que ce perso va me plaire. Heureux aussi qu'il ait amené le retour d'un Jojo à l'école, quand bien même ça ne dure que l'espace de quelques pages, ça régale, et ça a permis à Jojo de briller dans des scènes super marrantes et de sortir son monologue. Le second, il est nommé. Voici Paco Lovelantes, sûrement en référence à Paco Rabanne, le partenaire de crime de Jojo, livrant ce cher Hot Dogman. Lui, je sens que je vais l'aimer. Il dégage un peu une vibe à la croisée des chemins entre un Fugo et un Asui, ayant un air sérieux, mais à la fois nimbé de trucs un peu étranges et cons, comme son envie de se taper avec Dragona, et son oreille bouffée par son daron, sans que ce soit pour autant amené comme un truc tragique. Je pense que sa relation avec Jojo va évoluer de manière super intéressante.
L'homme disant ne pas être ami avec lui, mais... Ah, ça se base sur rien, mais je vois bien une petite alchimie sympa entre les deux. Son chara-design est très cool, de même que son stand, The Hustle, dont j'adore l'idée. Encore une fois toute simple, mais qui peut amener tellement d'utilisations originales. Contracter ses muscles pour attirer des objets sur lui, c'est trop bien. Ça fait plaisir d'avoir un retour à des stands simples à comprendre. Je trouve personnellement que plus le concept d'un stand est simple, plus les utilisations qui en découleront seront impressionnantes de créativité. Enfin le dernier, ou plutôt la dernière, c'est Meryl Makey, la boss de l'organisation toujours pas nommée. Je pensais, au vu des teasers et de son chara-design générique sur ces derniers, que ça allait être un personnage secondaire, figurant même. Mais que nenni! Cette asiatique sûrement chinoise au vu du nom, menant une quadruple vie de mère, directrice d'école, gérante de magasins de mode et de boss d'un gang vendant de la drogue, me plaît beaucoup. Elle inspire un mélange d'affection et de crainte qui va parfaitement à un personnage du genre, haut en couleur. J'aime aussi beaucoup son côté prévoyant, sachant dénicher les perles rares pour les intégrer dans une mission dangereuse. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'elle cache un lourd secret, étant donné qu'elle sait pertinemment la dangerosité de la mission, sans que ça ne l'empêche d'y envoyer nos personnages. Et en voyant son regard, si vous voulez mon avis, elle a l'air d'être tout sauf inconsciente. Essaierait-elle de tuer l'un de nos héros, pour une raison pour l'instant inconnue? On ne sait pas s'il s'agit réellement du boss de l'organisation, qui s'avérerait donc être à plutôt petite échelle, ou alors si elle n'est qu'une lieutenante à la Polpo, quelques étages en dessous du vrai boss. Si oui, serait-il l'antagoniste principal? Verra-t-on une nouvelle version de Diavolo, sans forcément qu'il prenne la place de vilain? Oh là là, que tout ça me hype! J'ai trop hâte d'en savoir plus sur cette organisation pour l'instant bien nébuleuse. Notre groupe de 4 personnages formé par Meryl Makey va donc partir dans une mission consistant à aller dérober un diamant dans le manoir d'un touriste japonais. Cette présentation de mission est incroyablement hypante. Les présentations chacun leur tour avec leur stand, les explications des enjeux, et surtout, le Jojo du futur qui dit que le boss avait bien prédit que 3 membres ne suffiraient pas, d'où l'arrivée de Hot Dog Man. Ça laisse présager un immense danger sur lequel on ne peut que rêver des trucs les plus fous. Est-ce qu'il ne parle que de cette mission dans ce manoir? Ou alors est-ce qu'elle ne sera que le début d'un long et éreintant voyage rempli de rencontres et de tragédies? J'ai trop envie de savoir ce qui va leur arriver, putain. Et j'ai trop envie d'apprendre à les connaître, leur passé, leurs relations, leur caractère. Je suis tout émoustillé, de même que pour la manière dont ils ont obtenu leur stand. Est-ce qu'on part sur une paume du diable, de l'hérédité, ou alors quelque chose de nouveau, pourquoi pas lié à ce fameux mécanisme? Je suis en tout cas ravi d'avoir le retour d'un groupe. C'est pas réellement arrivé depuis Stone Ocean, et ça me manquait. Je ne sais pas vers quoi ça se dirige, mais j'aimerais beaucoup que ce groupe voyage. On est resté trop longtemps dans la même ville avec Jojo Lion. En parlant de Jojo Lion, ce touriste japonais là, on a tous pensé à la même chose, non? Pas forcément Josuke, même si au vu des dires de Jojo annonçant un grand danger ça ferait sens, mais ce serait dans tous les cas trop cool qu'il s'agisse d'un personnage de la partie 8. Tsurugi, Nodisuke, Joshu, je sais pas, mais j'aimerais bien en voir un grandi ou vieilli. J'ai cru avoir ma dose de fanservice en voyant ces sosies de Josuke et Yasuo, avec un soupçon de Daya, vu de dos. Évidemment c'est pas le cas, mais il est certain qu'Araki l'a fait exprès. Espèce de petit con, va. J'espère que Josuke et Yasuo sont heureux, ils le sont ensemble. Pour l'instant, il semblerait en tout cas que la partie s'éloigne beaucoup du lore de Jojo Lion. Pas de mention du Lokakaka, du Flashbackman, ou des murs qui voient. Ça peut évidemment être amené à changer, mais... Je serais plus d'avis de continuer sur cette lancée du premier chapitre, et d'enterrer définitivement ces éléments de Jojo Lion. D'enfin admettre que cette partie est remplie d'idées inexploitées et oubliées, pour finalement passer à autre chose. Pitié Araki. Ne finis pas par réintroduire la rotation, on n'en veut plus, c'était craignos dans Jojo Lion. Tout ce que je veux c'est un caméo de Josuke et Yasuo heureux, rien de plus. Je vais en finir avec cette review en revenant rapidement sur les dessins. Ma foi c'est très beau, le découpage est toujours aussi ouf, et l'action était parfaitement lisible. C'est super dynamique et soigné, non vraiment rien à dire. C'est globalement le même style de dessin que Jojo Lion, y compris sur ces visages tous similaires, il y a une planche où Dragonas et Yasuo, et je pense que l'identité visuelle de cette partie va, comme toutes les autres, s'affirmer clairement avec le temps. Malgré ce style similaire, le cadre change énormément, effet qu'on ne ressent absolument pas, mais alors pas du tout la même vibe qu'en lisant Jojo Lion. Qu'est-ce que j'aime Hawaï, ses palmiers, ses plages, son soleil, ses surfeurs débiles, ses habitants sans foi ni loi. Ça fait plaisir d'avoir un pays inédit. C'est, une fois de plus, pas arrivé depuis Golden Wind.
Comme quoi Araki a toujours besoin de voir du pays, après les parties se passant à Morio. Quel vent de fraîcheur exceptionnel. On sent en plus qu'il s'est bien renseigné sur ces archipels, en mentionnant notamment le président McKinley, l'homme ayant intégré Hawaï aux États-Unis. L'univers de The JoJo Lands est un peu à la croisée des chemins entre Golden Wind et Stone Ocean, empruntant le côté mafia et mission de casse à la 5ème partie, tout en le saupoudrant des côtés les plus borderline de Green Dolphin Street, carrément amplifié puissance 1000 ici. Sérieux, cette image du flic me hante. Araki n'a jamais été aussi loin dans l'underground, et ça apporte une vraie identité de fou à cette partie. Cette partie qui, reprenant les éléments et le ton des 2 seules parties du premier univers qui restaient, pourrait s'avérer être la dernière? On verra bien. Pour l'heure, j'en ai fini avec cette review. C'était long comme première review, mais en même temps, que de choses à dire. Ce chapitre est d'une densité folle, comme rarement l'a été un chapitre introductif de JoJo, et m'a mis une putain de claque. Il suffisait de voir mes tweets et mes posts YouTube ce jeudi entre 18 et 20h pour voir mon niveau d'effervescence. Je jure que j'avais envie de tout casser, d'hurler comme un malade, pour la simple et bonne raison que je n'avais aucune attente pour cette partie, et que j'ai simplement décidé de laisser Araki m'emmener où il veut. Et quelle destination de rêve il a choisi! Ça n'aurait pas pu être mieux! Un cadre exceptionnel, une intro culte pour un JoJo moralement ambigu qui, je le sens, va avoir une évolution exceptionnelle en plus d'être beau, plein de personnages tous plus stylés les uns que les autres, des stands géniaux, et un ton un peu crade et underground de teinté de mission qui me régale au plus haut point. Ah, et la seule prédiction que j'avais, c'est révélé juste. On a bien affaire à un Golden Wind alternatif. Et alternatif, The JoJo Lands l'est de la meilleure manière possible. C'est à la fois si ressemblant et si différent. Oh que c'est grisant, sérieux. J'ai maintenant extrêmement hâte de voir où ça va aller. J'attends du voyage, des relations trop cool, des combats de stand marquants, un antagoniste avec une présence importante, un JoJo qui continuera sur sa lancée pour devenir culte, et le tout dans une partie pas trop longue, ni nimbée de mystère, de manière à ne pas reproduire les erreurs de JoJo Lion. Et surtout, j'attends d'être surpris. Mais d'ici là, bon sang quel bonheur indescriptible c'était que de découvrir le premier chapitre d'une partie, et ce, en même temps que tout le monde. C'est une sensation exceptionnelle, peut-être même plus forte encore que celle provoquée par une fin. Je pourrais tout de même dire que dans ma vie, j'aurais vécu la fin d'une partie et le début d'une autre. Et ça n'a pas de prix. J'ai aussi super hâte de recevoir mon Ultra Jump, je veux Jojo dans mes étagères. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review ainsi que du chapitre en commentaire. Et évidemment, me donner vos théories les plus folles, ça m'a manqué. Vous savez que j'adore ça et je sais que vous adorez ça. Alors plus que jamais, lâchez-vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à tous vos proches. C'est super important, ça serait cool qu'on soit le plus nombreux possible à embarquer dans ce bateau pour ce début de JoJo Lands. Voilà, c'est le moment, bombardez ça. N'hésitez pas à liker la review si vous l'avez kiffé, à en parler autour de vous et sur les réseaux, voilà, ça me fait hyper plaisir. Et ça récompense un peu ces énormes jours de rush et de tryhard, puisque ces reviews demandent toujours un travail monstrueux réparti sur 1 ou 2, voire 3 grands max petits jours. Et c'est de plus en plus compliqué avec le temps qui me manque. Mais je vais faire tout mon possible pour continuer à vous sortir ces reviews de manière mensuelle. Et ce sont vos incroyables retours qui vont m'y aider. Comme d'habitude. Comme à chaque fois, merci à tous les donateurs du mois et à tous les donateurs depuis le début de la chaîne, ça me régale. Et bien sûr, merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Je suis incroyablement heureux de vous retrouver et j'ai trop hâte qu'on vive les prochains chapitres ensemble. Il va y avoir énormément de dingueries, on va passer par tellement d'émotions, tellement de phases. Oh putain, ça va être juste ouf. Bref, sur ce je vous laisse. N'oubliez pas que JoJo, c'est quand même vachement bien, putain.